Et pourquoi l'innovation est importante, par exemple? Pourquoi parler d'écosystème? Pourquoi parler de prospective? Bon, je ne rentrerai pas tout là-dedans parce que sinon, mais c'était des questions qu'on se posait. Et notre champ d'exploration, c'était aussi bien la dimension scientifique que la dimension artistique, que la dimension spirituelle et philosophique. Alors, on lance le travail en 2014. On fait plus de 700 interviews qui sont tous sur Internet. Donc là, c'est vraiment l'open innovation. Vous avez à peu près 10 années d'écoute sur Internet si vous le souhaitez. Et on lance ça. Les villes qu'on choisit, ben, vous les avez. Et en fait, c'est un choix hyper rationnel dans la mesure où on va croiser une centaine de critères qui va nous permettre d'identifier les villes qui sont à la fois où il y a la plus grande concentration de connaissances, la plus grande dynamique capitalistique, c'est-à-dire les villes qui créent le plus de valeur aujourd'hui dans le monde, le plus de chercheurs, le plus de brevets, etc., etc. Et donc, si vous croisez tout ça, vous découvrez ben, que la Silicon Valley est très, très loin devant. Et effectivement, cet écosystème innovant, là, il est très particulier et c'est très, très intéressant de l'étudier. D'ailleurs, la plupart des grandes sociétés ouvrent maintenant des outposts dans la Silicon Valley pour comprendre ce qui se passe là-bas. Effectivement, bon, aux États-Unis, toutes les régions des États-Unis, tous les États américains ont essayé de faire une petite Silicon Valley chez eux. Ils n'y sont jamais arrivés. Encore aujourd'hui, plus de la moitié de l'investissement est concentré dans 1 km² dans la Silicon Valley. C'est extraordinaire. La création de valeur de la Silicon Valley est inimaginable puisqu'ils sont en train de devenir, la Californie est en train de devenir la première puissance de la planète. Et vous avez bien vu que d'ailleurs, ça illustre bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a des entreprises dont la capitalisation était la plus importante du monde pendant toute l'histoire du siècle précédent. Ben, c'était le pétrole, c'est simple, hein. Quand vous regardez les grandes capitalisations planétaires, c'est le pétrole, et aujourd'hui, c'est plus le pétrole, c'est le digital. Donc c'est aussi une très bonne illustration de ce basculement, et c'est aussi le basculement de la côte Est, Washington, à San Francisco, de la côte Ouest, avec un changement de culture très très profond. La deuxième place au monde, mais alors, ils n'en reviennent pas, eux, de n'être plus que la deuxième place, ben c'est évidemment New York, premier espace financier de la planète et qui est le centre du monde aujourd'hui. Alors, la Silicon Valley crée extraordinairement de la valeur à travers le digital, mais au niveau de tous les métiers de la planète, le point central, c'est New York. Ça reste New York. Donc, et c'est la première place financière de la planète. Et aussi, c'est la plus grande concentration de médias, c'est la plus grande concentration dans plein de secteurs, c'est la place numéro 1. Et juste après, Londres. Alors, il ne faut pas oublier que Londres, là aussi, c'est pareil, d'une certaine manière, pour les Anglais, de ne plus être la première place du monde, parce qu'en 1900, ils étaient la première place du monde. Et vous voyez, par exemple, typiquement en 1900, il y a un prospectiviste qui fait le calcul et qui calcule le nombre de crottes de cheval dans Londres. Et il dit, dans 10 ans, il y aura 2 mètres de crottins de cheval à Londres. Vous voyez, alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous donne les aspects, comment les prospectivistes peuvent se tromper. Sauf que personne à l'époque, et c'est extraordinaire, et ça s'est fait à l'époque en 10 ans. En l'espace de 10 ans, il n'y avait plus un cheval, c'était toutes des voitures. Donc le problème du crottin de cheval était résolu. Donc si vous voulez, il faut voir aussi que la capacité des êtres humains et de la société à réagir à des grands enjeux peut être aussi radicale. Donc aujourd'hui, effectivement, on est confronté à des enjeux extraordinaires, mais il ne faut pas perdre espoir des capacités aujourd'hui à changer complètement le système et à le faire évoluer pour répondre aux grands enjeux actuels. Alors, après, il y a un cas très intéressant, c'est Beijing, parce que Beijing, quand je commence mon travail, elle n'est même pas dans la liste. C'est Pékin, hein, c'est l'Empire chinois. Elle n'est pas dans la liste. Les autres, ils y sont depuis 50 ans. Ils sont installés, personne ne bouge. Enfin, je veux dire, si, il y avait la montée de la Silicon Valley qui a été comme Beijing, parce que la Silicon Valley, quand j'ai commencé à travailler là-bas il y a 30 ans,
c'était, il y avait Hewlett-Packard, et il y avait une petite start-up qui s'appelait Apple, vous voyez, mais tout petite. Beijing, lui, il n'était même pas dans les 20 premiers. Et il a commencé à monter à toute vitesse, et aujourd'hui, il est 4e. Alors, on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer. Boston. Alors, Boston, c'est un endroit absolument extraordinaire parce que c'est le logiciel intellectuel du business. Vous savez, c'est là qu'il y a Harvard, première école de business du monde. C'est là aussi qu'il y a Boston Consulting Group. Et quand vous voyez la matrice qui est utilisée dans le monde des affaires, dans le monde entier, en fait, la matrice, elle a été créée à Boston. Donc Boston reste une sorte de chapelle absolument stratégique dans le monde parce que c'est là que vous avez les plus grands cerveaux. Vous avez Harvard, c'est 6 des présidents américains, c'est une quarantaine de prix Nobel. Vous voyez, il y a une sorte de concentration extraordinaire de la connaissance à Boston. Berlin, alors Berlin, c'est très intéressant parce que Berlin est monté très très vite dans les rankings, c'est pareil. Shanghai, Los Angeles, Seattle et enfin, heureusement, Paris. Alors, vous voyez aussi, ça répond à votre question, c'est qu'il y a un grand enjeu par rapport à la France, c'est que la France, si on refaisait ce même ranking au début du siècle, en 1900, avec Londres, c'était le centre du monde. Il y avait Paris, Londres, il y avait déjà d'ailleurs Berlin aussi, mais c'était évidemment la Silicon Valley n'existait pas, New York n'était pas au niveau du... Donc, si vous voulez, la position de la France dans ce ranking est problématique. La France est un pays absolument fascinant sur plein d'aspects, mais elle est en perte de vitesse, ça c'est très clair. Et elle n'est pas en perte de vitesse depuis 10 ans. Elle est en perte de vitesse exactement, je peux vous donner la date, le sommet du rapport de puissance au monde de la France, de la population française par rapport au restant du monde, de la puissance économique, c'est très simple, c'est sous Louis XIV. Et depuis Louis XIV, dans notre part relative à l'économie, on n'arrête pas de baisser. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que... Le Premier Empire. C'est extraordinaire. Sous Louis XIV, la France est plus peuplée que la Chine de l'époque. C'est inimaginable, vous voyez ce que j'ai... Donc, on est un pays... Alors, et aussi, alors il est utile de vous le dire, et c'est ça aussi qui crée une dissonance cognitive pour nous, Français, c'est que la France est, pendant 500 ans, la langue diplomatique du monde. C'est pas l'anglais. Moi, par exemple, mes arrière-grands-parents qui étaient russes, ben, ils parlaient français. Ils n'ont jamais parlé le russe. Le russe, c'était une langue pour les moujiks qui travaillaient la terre, mais le monde entier parlait français. Donc, si vous voulez, la position de la France n'a pas arrêté de rétrograder, d'une part, du fait que les autres montaient aussi. Il faut voir aussi que les autres ont commencé à se développer, etc., beaucoup plus. Condorcet a été capable de dire à une époque, la civilisation s'arrête à la place de la Concorde. Bon, c'était un peu exagéré, mais c'était dire à quel point il y avait cette position extraordinaire de la France. Mais la France n'a pas arrêté d'être de plus en plus minoritaire du fait du développement du reste, et notamment des Anglais qui se sont mis à gouverner le monde à travers la maîtrise des mers que nous, on n'avait pas encore complètement au même niveau que les Anglais. Et aussi, il y a un autre aspect qui est très clair dans les chiffres, c'est les 2 dernières guerres mondiales. C'est-à-dire les 2 dernières guerres mondiales ont littéralement fusillé, on pourrait dire, l'Europe et la place de l'Occident et de l'Europe dans le monde. Et à partir de là, ça a été la montée des Américains. Et les Américains, aujourd'hui, c'est la moitié des dépenses de défense du monde, vous voyez. Le budget de défense américaine, c'est la moitié de l'ensemble des budgets de défense du monde. C'est 10 fois le budget de défense français. Donc ça vous dit la puissance de l'Empire américain, en quelque sorte. Avec alors c'est là où c'est assez amusant quand vous êtes un analyste, c'est que, si vous voulez, il y a des livres entiers qui sont publics, où ils expliquent très bien, il y a déjà 30 ans, que leur stratégie informationnelle, c'est Global Dominance,
C'est-à-dire que le président américain doit pouvoir avoir en un quart d'heure, à la demande des services secrets, toute information sur n'importe quelle personne de la planète. Donc après, quand Merkel s'étonne d'être écoutée au téléphone, enfin c'est un peu ridicule, parce que c'est écrit en blanc sur noir depuis 30 ans que de toute façon, les Américains écoutent tout le monde, partout dans le monde, pour pouvoir fournir. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui... Vous voyez bien que c'est impossible, 7 milliards d'êtres humains, c'est difficile d'écouter 7 milliards d'êtres humains avec, avec le nombre d'Américains. Mais l'idée, c'est que tout est enregistré et possiblement déposé sur la table du président rapidement. Alors, sans parler du président, bon, moi, j'ai été écouté par le président certainement, mais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais en tout cas, quand vous arrivez, par exemple, dans une communauté comme la vôtre, typiquement, j'arrive à Boston dans un club un peu similaire au vôtre, etc. La personne arrive et ils sont très très heureux de vous expliquer que le 15 avril 1780, vous étiez là, en train de faire ça, etc. Et ils vous font sentir à quel point ils savent tout de votre vie. Et après, ils prennent votre livre, ils vous disent page 340, vous posez cette petite question-là. Mais est-ce que, voilà, donc si vous voulez, il y a une capacité à maîtriser l'information qui est absolument extraordinaire des Américains. Et c'est déjà dans leur gène. Parce qu'au fond, ils ont gagné la guerre grâce à ça. Mais alors là, avec la maîtrise des technologies de l'information, ils en ont fait une politique, l'essence de leur politique. Voilà, alors j'ai un peu répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles je n'ai pas répondu ?